Aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est l'absentéisme. Alors, je vous ai mis quelques chiffres. Ces chiffres sont issus du baromètre absentéisme de Malakoff Humanis. Donc, c'est des chiffres qui avaient été faits sur des sondages début 2023 et sur les entreprises privées. Je crois que Guillaume nous fera un petit complément sur la partie service public, où on voit que l'absentéisme atteint son plus haut niveau depuis toujours, en fait. Près d'un salarié sur deux aura eu un arrêt de travail en 2023. C'est une progression notable. Et donc, on va être là aujourd'hui pour essayer de voir comment on peut gérer cette démarche de prévention de l'absentéisme. Pour cela, j'ai invité Guillaume Pertinent, qui est fondateur et gérant d'Avassu, qui va nous présenter son parcours et également ce qu'il peut nous apporter sur ce sujet-là. En tout cas, c'est un expert sur l'absentéisme. Je te remercie beaucoup, Guillaume, et je vais te donner la parole. Bonjour Eric. C'est une heure où je ne sais pas trop s'il faut dire bonjour ou bonsoir. Bon. En tout cas, merci. C'est ça le plus important. Merci de cette opportunité. Je voulais juste m'assurer que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez bien avant que je me lance dans un long monologue qui serait gênant. On t'entend parfaitement. On t'entend parfaitement. Et on D'accord, te très voit bien. pour l'instant. On ne voit pas encore ta présentation, par contre. Ah, alors j'ai bien fait de demander parce que j'ai fait le partage. Donc, partage écran. Voilà. Comme ça, c'est mieux? Cette fois-ci, on voit ta présentation. Ok, parfait. Bah, merci, tu vois, c'est important. Merci à toutes et tous. Je suis ravi toujours de chaque opportunité de parler de l'absentéisme, sujet d'actualité s'il en est, complexe aussi, donc beaucoup de choses à dire. Je voulais d'abord attirer votre attention sur le fait que le titre de mon intervention est déjà un parti pris très important. Évidemment, le but, c'est de parler de la prévention, mais voyez-vous, il y a plusieurs manières de parler de la prévention de l'absentéisme. Et nous, on a un parti pris qui est, d'une certaine mesure, à contre-courant, puisqu'on le propose comme étant, on propose la prévention comme étant une démarche. Et l'objectif ici, c'est de structurer une démarche. Alors, pourquoi c'est à contre-courant? Parce que assez souvent, même très régulièrement, on me demande, Guillaume, quelles sont les solutions pour prévenir l'absentéisme. Et vous voyez, face à la complexité de ce sujet, l'approche par les solutions, elle est vraiment désuète en fait. L'absentéisme, si on veut vraiment le prévenir durablement, il faut oublier cette idée, je comprends, assez ancrée, assez commune, cette idée de trouver des solutions miracles qui permettraient de répondre à la particularité de chaque situation. Donc, cette présentation s'ancre dans un parti pris, et le parti pris, c'est celui non pas de solution fabriquée, catalogue, mais d'une démarche. Voilà, on est en train d'ici, je vais essayer de vous expliquer à quoi ça pourrait ressembler une démarche structurée. Vous voyez, je rajoute un mot parce qu'il y a quand même de la difficulté et de la subtilité dans la manière de construire cette démarche. Nous, on travaille sur ce sujet depuis 15 ans maintenant et en toute honnêteté, nous-mêmes, nous avons fait des modifications, des améliorations de cette démarche parce que effectivement, on n'a pas trop le droit à l'erreur sur ce sujet. Alors, je voulais peut-être, avant même de commencer encore, juste éclairer un point évoqué par Eric, la situation de l'absentéisme dans la fonction publique, et en particulier la fonction publique territoriale. Il se trouve que nous, on est en gestion d'un comparatif national, et donc je connais ces chiffres. Donc, en 2023, on était, pour la population des fonctionnaires, on était autour de 10%. Vous voyez, un taux d'absentéisme, de 10%. Donc, on est sur une problématique qui est quand même assez aiguë, avec des données qui se sont assez dégradées et probablement des exposés de ce genre, et je ne suis pas le seul à apporter ces messages, ont aujourd'hui tout leur intérêt.
Alors, donc, d'où je vous parle, je suis donc le gérant d'un cabinet qui s'est spécialisé au fil des années principalement sur ce sujet. C'est ça, en fait, notre quotidien, c'est de faire des interventions sur l'absentéisme. Donc, on a un certain recul maintenant sur ce sujet. Comme je viens de l'ingénierie, je construis des solutions et je peux parler aussi justement de la démarche outillée puisque on a, au fil des années, construit des outils justement pour la structurer. Donc, intervenant, formateur dans formation initiale et continue auprès de Master 2. J'enseigne principalement la statistique RH ou l'analytique RH. Conférencier auteur, et auteur, ça fait référence à deux ouvrages collectifs, un sur justement la statistique et l'autre sur l'absentéisme en particulier. Alors, je vous ai fait une promesse, et figurez-vous qu'elle est quand même très difficile à tenir. J'aimerais juste vous dire combien de nuits d'insomnie j'ai passé avant de préparer cette présentation. Comment faire pour résumer la démarche de l'absentéisme en 10 diapos et en peut-être 30 ou 45 minutes, c'est quand même très compliqué. Bon, et donc en fait, c'est un exercice qui appelle à un effort de synthèse, et je suis allé jusqu'à finalement synthétiser ces 15 années d'action, d'intervention, de recherche, de lecture beaucoup, etc., en 3 points. Voilà. Et donc, c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, il n'y a pas forcément de graduation d'importance, hein, je les cite comme ça, et je vais assez rapidement, en fonction de la contrainte de temps, on pourra y revenir euh, en fonction de vos questions, je vais assez rapidement les parcourir les uns et les autres. Alors, si l'objectif, c'est la prévention durable de l'absentéisme, vous voyez, je rajoute la temporalité ici, c'est-à-dire quelque chose qui fait un effet sur le long terme, alors on ne peut pas faire l'économie d'un travail d'engagement des acteurs. C'est à la fois simple et assez subtil, ce point-là, donc je vais le détailler dans un moment, mais retenez déjà que en fait, l'absentéisme, c'est pas un consultant qui sait tout. Eric m'a présenté comme un expert. Alors, je précise tout de suite que je ne me perçois pas comme tel, hein. Non, j'ai peut-être de l'expérience, mais vous voyez, dans le domaine de l'intervention, on est quand même beaucoup à dire que les experts ce sont les travailleurs, les experts du travail, ce sont les travailleurs, et que donc, il ne s'agit pas en fait de solliciter un sachant, il s'agit d'organiser l'engagement des acteurs pour collectivement se rapprocher de l'objectif de prévention. Alors c'est quelque chose de très important, probablement ça pourrait être appliqué à d'autres sujets que l'absentéisme, mais pour l'absentéisme, comme je le détaillerai, c'est quand même particulièrement important. Ensuite, il y a quelque chose autour des données. Alors, encore une fois, je vais approfondir, mais l'absentéisme, c'est quand même aussi une histoire d'objectivation de la situation. C'est aussi une histoire de démonter un certain nombre d'idées reçues tenaces, et pour ça, on a besoin de la statistique, de l'analyse de données. Et quand on parle d'analyse, il y a un autre volet, c'est sans doute le plus important, c'est la question de l'analyse des situations de travail. Voilà, donc ça, c'est vraiment les éléments de la structuration d'une démarche. Si je devais les résumer en 3 points, ce serait ceci. Alors voyons ça un peu plus dans les détails, en commençant par la question des acteurs. En fait, quand on intervient dans une organisation, on a deux objectifs. Un objectif totalement avoué, qui est celui de la satisfaction du cahier des charges de notre client. En général, il y a une demande qui tourne autour d'ailleurs de la prévention. Et puis, il y a un objectif caché, parce que le client ne nous le demande pas, nous pensons important quand même de nous le donner nous-mêmes. C'est l'objectif justement de l'engagement de tous les acteurs impliqués dans cette démarche. Si vous voulez, c'est une histoire en fait de chaîne d'acteurs, et la métaphore un peu galvaudée, mais quand même très utile, c'est que la prévention de l'absentéisme, ça dépend de la solidité de chacun des maillons de cette chaîne. Voilà. Il faut un fort niveau d'engagement. Cette problématique est tellement compliquée qu'on a besoin de cette chaîne solide. Alors, de qui parle-t-on?
C'est ça dont je vais vous parler maintenant, juste quand même à vous dire que le corollaire un petit peu de mon propos précédent, c'est que malheureusement, quand cette chaîne d'acteurs, cet engagement n'est pas assez fort, eh bien, il se passe quelque chose de très simple, c'est que les projets de prévention échouent ou alors s'effondrent. C'est-à-dire qu'ils ont un succès pendant un temps et puis, fort de cette stimulation, ils finissent par s'affaisser. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on veut éviter et donc c'est une vraie question à se poser. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Je vais, dans la limite de temps dont j'ai aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les idées principales. D'abord, il y a quelque chose autour des dirigeants. L'absentéisme, ça se joue beaucoup sur ce que nous, on a appelé l'intention sociale des dirigeants, c'est-à-dire en fait cette volonté affichée, cette volonté communiquée de prendre ce projet vraiment à cœur. Voilà. C'est un directeur général, c'est un DGS, enfin une autorité qui exprime clairement le fait que ce sujet est devenu important, prioritaire, et d'ailleurs qu'il va faire l'objet d'une action sur un périmètre temporel défini. Par exemple, la communication, c'est dans les 6 prochains mois, dans les 2 prochaines années, on va traiter de ça. Alors ça, c'est très important parce qu'il y a une question d'exemplarité là-dedans, il y a une question d'influence là-dedans, et il y a une question de dire, écoutez, j'ai compris que le sujet était sérieux, et on va s'en occuper, et on va s'en occuper de telle manière. C'est au moment de l'affichage de l'intention sociale que l'on doit préciser la portée organisationnelle. Parce que sur l'absentéisme, malheureusement, on est desservi par la couverture médiatique qui est quand même très importante. C'est un sujet très médiatique, c'est un peu le marronnier de la presse, l'absentéisme. Alors ça, c'est pas un problème qu'on en parle beaucoup. Le problème, c'est qu'on en parle mal, en fait, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, l'année dernière, l'été dernier, on a quand même subi, et moi je fais pas de politique ici, vous vous en doutez bien, mais on a quand même subi cette vague de communication autour des soi-disant arrêts de complaisance délivrés par des médecins. Et ça, quand même, pardonnez-moi, c'est quand même assez loin de la réalité statistique. Bien sûr, il y a des arrêts abusifs, mais comme dirait un économiste qui me l'a soufflé, il y a des poissons volants, mais cela ne représente quand même pas la majorité de l'espèce. Hein. Vous voyez, donc il y a des situations, ça existe, mais le problème quand même majoritairement n'est pas là. Et le problème, il est où? Il est majoritairement dans l'organisationnel. Donc c'est au niveau de la communication du dirigeant qu'il faut afficher cette direction de s'engager dans une démarche organisationnelle. Ça rassure, ça donne la pulsation et c'est très important. Alors, évidemment, ce n'est pas le seul acteur, c'est un des maillons de la chaîne. Les acteurs RH sont très importants dans ces processus d'analyse des causes de l'absentéisme et de prévention. La problématique, je résume très vite, hein, la problématique quand même principale des RH aujourd'hui, c'est de trouver de la disponibilité temporelle. Hein, vous voyez, dans le livre Le sens de l'absence, on a sollicité le DRH d'une grande collectivité pour rédiger un encart. Il a titré cet encart L'embolie du droit social. Bon, ça veut tout dire. Donc, pour les RH, c'est un enjeu de trouver du temps, de trouver des ressources et puis aussi d'affiner les représentations sur voilà, cette approche organisationnelle de la prévention. Donc cet acteur est indispensable et on a besoin de le mobiliser. Les préventeurs, je ne vous surprendrai pas ici dans cette association qui milite de longue date pour cette fonction. Donc les préventeurs, partenaires très importants. Écoutez, je dirais une chose très simple, depuis le temps qu'on intervient, on voit en fait 3 problématiques autour du positionnement des préventeurs sur l'absentéisme, et je résume à grosse maille, mais quand même 3 problématiques. Soit ils ne sont pas assez nombreux. C'est un problème complexe, on l'a dit, l'absentéisme, il faut quand même des bras, des mains et des cerveaux pour s'en occuper. Donc soit ils ne sont pas très nombreux.
Ça, c'est le premier problème. Soit ils ne sont pas positionnés sur l'absentéisme maladie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des prérogatives anciennes qui viennent de l'accidentologie ou enfin tout ce que vous savez qui monopolisent vraiment ces ressources. Et quand on en vient à l'analyse des causes de l'absentéisme maladie, c'est ça quand même principalement qui porte la volumétrie d'absence aujourd'hui, eh bien en fait, on s'aperçoit dans la fiche de poste que ce n'est pas dans leurs prérogatives. Donc ça, c'est un problème de positionnement. Donc ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas positionnés sur le sujet principal de l'absentéisme. Et la troisième chose qu'on voit de temps en temps, c'est que, un peu comme les RH, ils n'ont pas non plus été dûment formés à tous les référentiels autour de l'absence et de l'absentéisme. Donc on a besoin évidemment des préventeurs et il faut trouver les manières de les impliquer. Nous, on a été l'année dernière dans un dossier, typiquement, dans une collectivité de 150 agents où il y avait 2 préventeurs, c'est un luxe pour 150, brillants. Et en fait, tout simplement, ils étaient hors champ de l'absentéisme maladie. Ce n'était pas dans leurs prérogatives. Le seul fait de les recentrer sur ce sujet a grandement aidé notre intervention et surtout la pérennisation du dispositif qui avait été mis en place. Alors, on ne peut pas faire une liste sans parler des managers, évidemment. Alors, les managers, ils souffrent beaucoup de l'absentéisme, déjà parce que l'absentéisme pénalise beaucoup leur travail. Je n'ai pas besoin de raconter le poids de l'absence sur la reconstruction d'un planning au pied levé. Hein. On est en train de faire une intervention dans une collectivité auprès de la population des éboueurs, hein, des reapers. Quand ils ne sont pas là le matin, c'est l'enfer. Les chefs d'équipe doivent reconstruire dans le quart d'heure les tournées, les plannings, etc. Donc, on voit bien, chacun voit bien en fait la conséquence que peut avoir l'absentéisme pour cette population. Néanmoins, en fait, ils sont guère soutenus. Ils ne savent pas trop quoi faire en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une absence? On peut l'appeler, on ne peut pas l'appeler. Qu'est-ce qu'on fait quand il revient, quand elle revient, etc. Bon, donc il y a quand même un gros travail à faire avec cette population. Voilà. Donc on pourrait continuer, mais on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je voulais juste vraiment insister sur cette idée que la prévention de l'absentéisme est une chaîne d'acteurs et qu'on a besoin de tout le monde et qu'on a besoin de travailler à l'engagement de tout le monde pour réussir. Sinon, écoutez, mon constat, c'est que la chaîne se brise et soit l'intervention s'arrête, soit elle est quand même moins productive que ce qu'elle pourrait être. Donc, l'enjeu majeur de la prévention durable de l'absentéisme est la montée en connaissance et compétences des différents acteurs sur leurs prérogatives respectives. Voilà, ça, c'est la première chose. Alors ensuite, il y a cette question des données. Là, il y a un gros malentendu. Il y a un très gros malentendu. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent non, non, on a déjà produit beaucoup de données, on n'a pas besoin. Alors, le malentendu vient en fait, si vous voulez, de la compréhension de à quoi ça sert vraiment les données pour l'absentéisme. Voyez, alors moi, je vais vous expliquer ma vision, et ma vision, elle est basée sur nos expériences, c'est-à-dire quand on produit de l'analytique, quand on produit de la statistique décisionnelle, qu'est-ce qu'on observe dans les observations? C'est ça en fait la question. Alors, la première chose, c'est que l'absentéisme, c'est une problématique tellement compliquée qu'il ne faut pas non plus rentrer dans la vision extrême que de la statistique bien pensée va permettre d'analyser jusqu'aux causes. Non, ce n'est pas ça la prétention de l'analyse de données, ce n'est pas vraiment de comprendre directement les causes. Alors à quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. D'abord, il y a cette question, alors chaque point est très important et je vais aller le plus en détail possible en fonction du temps dont je dispose et on pourra revenir en fonction de vos questions après. La première chose, c'est vraiment cette question de la segmentation. Je dis souvent, j'ai dit maintenant innombrables de fois que, en fait, il n'y a pas l'absentéisme, ça n'existe pas. Il n'y a pas un, mais il y a des absentéismes. Quand on parle de l'absentéisme, il faudrait toujours parler au pluriel, d'accord? Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'au sein d'une entreprise, qu'elle soit publique, associative ou privée, il y a toujours des situations d'absentéisme très hétérogènes qui cohabitent. Je vais être très caractéristique. Si vous avez une entreprise privée, probablement qui est concernée par l'absentéisme, probablement l'absentéisme des commerciaux, l'absentéisme des ingénieurs à la R&D et l'absentéisme des ouvriers à la production, probablement il a des causes très différentes. Et donc, vous devez absolument commencer par distinguer ces situations-là,
sans quoi vous ne pourrez pas avancer dans la compréhension de l'absenté. C'est juste impossible, hein. La métaphore que j'utilise, c'est vous allez au resto, dans un restaurant étoilé, vous demandez entrée, plat, dessert. Le chef, il a 3 étoiles, vous êtes très content et tout. Et puis vous n'avez pas beaucoup de temps, vous dites bah écoutez, j'ai pas le temps, on va tout mélanger, vous allez tout mixer, vous m'apportez une assiette unique. Et lui, comme il est taquin, il va vous dire ok, alors quel goût ça a finalement? Ben, en fait, on ne peut pas retrouver le goût lorsqu'on a tout mélangé. Et de la même manière, on ne peut pas retrouver la cause de l'absentéisme quand il y a des situations hétérogènes qui sont vues de façon mélangée. Donc, la première chose à faire, c'est de segmenter. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et même assez facile avec la statistique. C'est à ça qu'elle sert, distinguer les différentes situations d'absentéisme. Alors, évidemment, du coup, il y a une bonne nouvelle, c'est que le problème est plus simple qu'un problème complexe global. Il y a aussi une mauvaise nouvelle, c'est qu'au lieu d'avoir un problème d'absentéisme, vous allez peut-être en avoir 5, comme les 5 situations que vous aurez réussi à discriminer. Mais il vaut mieux avoir 5 petits problèmes qu'un problème insoluble. Voilà, ça c'est la statistique, c'est utile pour ça. Ensuite, évidemment, on peut quand même se faire une photo très précise avec la statistique. Et non seulement une photo, mais presque une vidéo, parce qu'en fait, vous allez pouvoir remonter dans le temps et voir comment les paramètres évoluent. Donc ça, c'est quand même bien sur un sujet comme ça, très polémique, on va dire très dogmatique. Vous avez besoin d'une approche factuelle pour pacifier la discussion. D'accord? Donc la statistique, ça permet ça. Alors, c'est pas tout. La statistique a une branche qui s'appelle la démographie du travail. Et la démographie du travail, c'est très important pour contextualiser l'absentéisme. Donc, admettons, vous avez une population dont vous avez vu avec la segmentation qu'elle était très concernée par l'absentéisme. La démographie, ça répond à la question, finalement, qui sont ces salariés, qui sont ces agents, leur structure des âges, le nombre de temporaires, le nombre de CDI, le nombre de fonctionnaires, la structure d'ancienneté, comment cette ancienneté a évolué, enfin, toutes ces choses qui nous donnent des éléments de contexte qui vont être très utiles ensuite pour l'analyse. Donc ça, c'est important et ça se fait avec la statistique. Alors, il y a un grand enjeu de la statistique. Tout à l'heure, je faisais référence à notre ouvrage, là, Le sens de l'absence. On a commencé l'ouvrage par un chapitre qui s'appelle « D'abord déconstruire les idées reçues ». Alors, j'aimerais vous dire les choses très simplement. L'absentéisme, c'est un repère d'idées reçues. Voilà, elles sont innombrables et elles polluent beaucoup les travaux, les projets. Et donc, si on a un outil qui peut permettre d'éclairer ses croyances avec des éléments factuels, alors il ne faut pas s'en priver, et c'est le cas avec la statistique décisionnelle. Donc, c'est un de ses mérites, balayer les idées reçues qui fragilisent les projets de prévention. Évidemment, on peut faire d'autres choses aussi avec la statistique. On l'utilise en général pour identifier les situations dégradées, voilà, où tel service, cadre d'emploi, métier, peu importe, direction qui a une problématique d'absentéisme particulière, mais vous pouvez inverser la démarche et chercher ce qui marche bien. Vous voyez, moi, je ne sais pas, vous êtes dans la grande distribution, il y a plusieurs établissements, il y en a où il n'y a pas d'accident du travail. C'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, quand vous avez identifié, vous pouvez lancer dans une démarche d'enquête qui va peut-être, soyons fous, hein, aboutir à une démarche de capitalisation de bonnes pratiques. En tout cas, vous avez la perspective d'éclairer des situations où ça se passe bien pour essayer de trouver des déterminants qu'on pourrait dupliquer ailleurs. Voilà. Voilà, ça c'est déjà pas mal, mais c'est pas fini. Faciliter le dialogue autour de l'analyse des causes. Alors, j'aimerais vous dire que ça, à mon sens, c'est le plus important. L'absentéisme, c'est une problématique dont on parle assez peu, finalement, ou en tout cas dont on parle très mal. C'est-à-dire, quand on en parle mal. Si on en vient à l'hypothèse que je vous ai proposée au début, je vais vous demander de me croire pour l'instant, mais l'hypothèse que l'absenté, c'est principalement une problématique organisationnelle. La question, c'est est-ce qu'on parle vraiment de l'organisation? Alors, c'est quand même pas souvent le cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des données factuelles, des données statistiques, vous avez un levier, on va dire, neutre, pour parler de ces sujets-là. Voilà. Au lieu de dire, moi je pense que l'absentéisme c'est une histoire de conditions de travail, et puis l'autre il va vous répondre, non, non, pas du tout, c'est des feignants qui ne veulent pas travailler. Bon, et bien là vous avez des indicateurs
sur lequel vous allez pouvoir travailler. Ils ont un rôle. En fait, c'est un prétexte en quelque sorte, la statistique, un prétexte au dialogue social. Vous voyez, c'est quand même un moyen indirect d'en tirer bénéfice, mais après tout, c'est très important. Voilà, donc la statistique, selon moi, est surtout un levier d'engagement et un facilitateur de dialogue. On parle mieux du travail sur la base de données factuelles. Et tant pis si elles ne permettent pas d'aller jusqu'à l'analyse des causes, c'est pas grave, tant qu'elles permettent de parler du travail, des situations de travail, en tout cas tant qu'elles facilitent ce dialogue, alors en fait, finalement, on a gagné. Donc, ça, c'est les bénéfices de la statistique. Alors, le problème, c'est que, je vous disais au début, la statistique est très mal comprise. Les gens me disent, mais moi, je produis déjà de la statistique. C'est là que je dois dire une chose très importante. Il y a en fait deux statistiques. Il y a la statistique, on va dire, descriptive. Ça, c'est typiquement les obligations réglementaires, notamment de droit social, hein, en particulier le RSU. Voilà. Alors, je ne dis pas que le RSU, c'est inutile, hein, ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que ce n'est pas de cette statistique-là dont on parle ici. D'accord? Vous voyez, le RSU, il va vous dire le nombre de jours d'absence peut-être croisé avec l'âge et peut-être croisé avec le genre. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas inutile, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de comprendre pourquoi les gens sont absents. Et puis, s'il y a de l'absence longue, c'est comment on arrive à être en absence longue. Et puis, qui est concerné par l'absence longue? Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes questions. Donc, il y a deux statistiques. Il y a la statistique donc, qui décrit les phénomènes. Ça, c'est typiquement le pilotage, ou dit autrement le reporting, donc le RSU, par exemple. Et puis, il y a l'analytique, c'est de la statistique plus explicative, qui cherche à expliquer les phénomènes. Donc, ce dont je parle là, quand je parle de l'analyse de données, c'est ça, c'est de la statistique explicative. Voilà. Alors, évidemment, c'est très utile. Vous avez vu tous les bénéfices, hein, mais soyons raisonnables, évidemment, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que chaque situation étant différente, comme je l'ai mentionné quand je parlais de la segmentation, il faut aller les chercher, les situations. Il faut aller les comprendre. Et si on raisonne assez simplement, finalement, on pourrait dire, mais la statistique, en fait, c'est Guillaume ou peu importe qui est derrière son ordinateur et qui fait des chiffres. Bon, là, il faut être raisonnable. À un moment, il faut aller sur le terrain quand même, hein. On comprend bien que si on ne va pas sur le terrain, on ne peut pas comprendre la spécificité des situations. Donc, quand je vous parlais de structuration de la démarche, il y a ce troisième point qui est indispensable, sans lequel rien n'est possible, c'est l'analyse des situations de travail. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Nous, on a pour référentiel l'ergonomie de l'activité comme un outil en fait d'analyse des situations de travail. Mais ce qu'il faut retenir plutôt, c'est que l'absentéisme se niche, se trouve dans le creuset des situations de travail et que donc il faut développer une méthodologie pour aller chercher et analyser ces situations-là. D'accord? Alors, le lien avec l'analyse de données, il est très simple, c'est que quand on a fait une segmentation, on sait où il faut aller chercher. Par ailleurs, on a analysé le contexte, notamment socio-démographique des agents ou des salariés qui constituent cette population, donc on en sait plus. En plus, on sait comment l'absentéisme a évolué. En plus, on a balayé des idées reçues, etc. Donc, en fait, ce dont je suis en train de vous parler, c'est une démarche séquentielle où finalement, l'analyse de données est un préalable à l'analyse des situations de travail. Et les deux s'entremêlent, en fait. Si vous voulez, vous avez besoin des deux. C'est un peu comme un puzzle à deux pièces. Hein. C'est pas bien difficile, un puzzle à deux pièces, mais vous voyez, l'idée, c'est la statistique permet, facilite l'analyse des situations de travail qui est évidemment indispensable, en tout cas dans notre pratique. Voilà. Donc, il faut analyser les situations de travail et créer les conditions d'un travail participatif. Le principe de base, je vous l'ai déjà dit, je me permets de le répéter ici, c'est vraiment, hein, c'est pas une question de modestie, sincèrement, c'est les experts du travail, ce sont les travailleurs. Voilà. Et que donc, s'il y a des problématiques d'organisation du travail, c'est à eux
Alors qu'il faut demander, quand je dis demander, c'est pas exactement ça, parce que les travailleurs, ils vont être en capacité de parler de leur travail, mais il y a aussi des savoir-faire incorporés dont ils ne sauront pas bien parler. Il faut mobiliser d'autres outils pour analyser les situations de travail. Mais quand même, ça se passe dans la capacité à faire remonter les données du terrain. Vous savez, la variété des situations d'absentéisme, elle a une conséquence qui est finalement très simple à comprendre et je vais l'illustrer sur la base de notre métier à nous. Alors nous, on n'est pas des préventeurs internes, peut-être comme certains d'entre vous, mais on est des intervenants. Et on travaille là sur l'absentéisme des reapers, et puis on travaille aussi sur l'absentéisme des ATSEM dans une autre collectivité, et puis l'absentéisme des opérateurs de tri, et puis l'absentéisme des agents de restauration. Et tout ça, c'est quand même des choses très différentes. Donc l'intervenant, il ne sait pas. Il ne sait pas tout, il est un escroc probablement s'il le dit. Donc il faut vraiment baser l'intervention sur la connaissance des acteurs de terrain et finalement la démarche dont je vous parlais, c'est une démarche qui facilite ces remontées-là. Vous voyez, tout se résume là. Alors, c'est pas aussi facile de dire que de dire je vais parler avec eux parce que il y a bien d'autres choses, mais quand même l'enjeu, c'est ça. Donc, la prévention de l'absentéisme est d'abord une question de méthode. Donc, quand je dis méthode, démarche, c'est la même chose. Et c'est une méthode progressive qui permet d'engager les acteurs, qui permet d'analyser les déterminants. Vous savez, finalement, l'impatience du plan d'action, parce que finalement, si on est sur un dossier absentéiste, c'est pour que les choses s'améliorent. Donc, on attend le plan d'action. Le plan d'action, sincèrement, c'est facile. Voilà. Sur un dossier absentéiste, c'est pas ça du tout la difficulté. La difficulté, c'est l'analyse des causes. Quand vous avez analysé les causes avec les acteurs, alors le plan d'action, il se construit en même temps. Voilà, ça se fait en parallèle parce que les acteurs, ils vont vous dire deux choses. Ils vont dire ça ne va pas. Et je pense qu'il faudrait faire ça. Voilà. Donc, en fait, le plan d'action, ce n'est pas vraiment une question méthodologique difficile. La vraie question, c'est la question de l'analyse des causes. Alors, nous, on préfère parler de programmation que de plan d'action. Bon, c'est un peu de la sémantique, mais c'est juste de dire que c'est pas juste on fait ci, on fait ça, c'est un changement culturel en fait, l'absentéisme, parce qu'il implique probablement différents acteurs sur une temporalité qui peut-être sera longue. Donc voilà, c'est une question, selon nous, plutôt de programmation. Et dans ce sens, on a fait ce petit résumé ici qui insiste sur ce point. Alors je vois que le temps passe, je vais passer à la fin, mais j'ai presque fini. Je voulais quand même finir à l'heure. Voilà, donc avant les questions, je voulais vous dire qu'il y a quelques ressources qui sont à votre disposition. Il y a cet ouvrage qui date de l'année dernière. Écoutez, on s'est appliqué quand même avec mon compère Jack pour faire sur, je crois, 300 pages à peu près, la synthèse de tout ce que nous, on a appris sur l'absentéisme. Donc, c'est à votre disposition. Encore plus facilement à votre disposition, on a une chaîne YouTube, c'est-à-dire donc en accès libre. Tout à l'heure, peut-être je vous montrerai rapidement. Donc des vidéos en accès libre sur notamment ce sujet de l'absentéisme, mais pas que. Il y a aussi des choses sur la QVT. Et puis, on a un portail de ressources qui s'appelle aussi Objectif QVT. Voilà. Évidemment, il y a aussi l'intervention. Et puis, je voulais surtout vous dire qu'on est en train de travailler sur des cours en ligne qui auront cette année différents éclairages sur la problématique de l'absentéisme, la cartographie, etc., etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Guillaume pour cette introduction et ces pistes en tout cas de réflexion. Moi j'ai beaucoup apprécié et puis je retrouve beaucoup de similarités entre la prévention de l'absentéisme et la prévention des risques en santé, sécurité au travail. Notamment cette partie d'engagement de la direction, hein. Je pense il faut donner la direction et mobiliser l'ensemble des équipes. Et ça, seul le plus haut niveau peut le faire. Et puis après, tu as insisté sur deux points très importants. Le dialogue.
mettre en place un dialogue ouvert entre les différents niveaux hiérarchiques, entre les différents services, qui peut permettre justement d'observer les choses. Et le point le plus important, je pense que tu l'as dit, c'est le terrain. Le terrain, les gens qui font, et vraiment s'intéresser à ce que font les gens, je dirais, ça reste la clé dans toutes les démarches de prévention. Trop souvent, on cherche à construire des solutions en dehors du terrain, et la solution qui va être trouvée ne va pas correspondre au terrain. On aura soit mal visé, soit pas calibré correctement. Et bien sûr, tout ça, ça demande de la formation. Donc, merci pour nous avoir ouvert un petit peu l'esprit, non pas sur l'absentéisme, mais les absentéismes. Et puis, il y avait quelques questions. Alors, si les personnes sont encore là, mais a priori, elles sont encore là, je vais demander à Jocelyne si elle peut reposer sa question directement à toi. Il faudra ouvrir votre micro, par contre. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, ma question, c'était dans la liste des acteurs. Vous n'avez pas cité tout à l'heure les médecins du travail. Je voulais savoir si ça fait aussi partie des personnes avec qui font partie du réseau des acteurs. Bien sûr, et en fait, ils sont dans les trois petits points de suspension qu'il y avait dans cette diapo, parce que j'avais pas le temps, mais les représentants du personnel, médecins du travail, voilà, il y a toute une série d'acteurs qui sont en périphérie de cette problématique. La dernière fois, dans une intervention, on a même rencontré le juriste, parce qu'il y a des questions autour du droit. Les gens se plaignent tout le temps des arrêts de complaisance, etc. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'ils se plaignent, mais qu'ils ne font pas grand-chose. Or, il y a quand même des outils juridiques. Donc voilà, même le juriste, ça fait partie. J'aurais pu mentionner les acteurs du SIRH, parce que pour faire de la statistique, il faut des données. Donc vous avez tout à fait raison, bien sûr, médecin du travail, oui. Ok, merci. Merci, merci. Il y avait une question également de Jean-Luc. Oui, parfait. Oui, toujours là, bonjour. 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 Bon, tout d'abord, Guillaume, ouais, merci pour cette intervention. Je me suis régalé du livre, on n'en a jamais eu trop l'occasion d'en discuter, mais voilà, je me suis régalé, Merci. Je l'ai dévoré en moins d'une semaine. Il est vraiment à connaître, vraiment, c'est très éclairant. Mais en fait, il apporte des pistes de solutions quand on veut travailler sur effectivement les indicateurs d'absence et puis la réflexion autour de l'organisation en interne d'une collectivité ou d'une direction, une organisation des acteurs en pluridisciplinarité. Pour autant, je m'interroge quand même sur le fait de se concentrer sur les absences pour maladie. De fait, on ne peut être que sur la maladie ordinaire, qui, me semble-t-il, est la plus pénalisante. Parce que si on est sur le congé grave maladie ou le congé longue durée, on a des hypothèses déjà d'absence sur du long terme, et on peut s'organiser pour un peu contrecarrer les absences et peut-être ne pas s'interroger sur les motifs qui sont évidemment à ne pas connaître. En fait, ma question, elle est comment arriver à repérer dans les absences pour maladie ordinaire. Et d'ailleurs, le mot ordinaire devrait être, à mon avis, discuté, parce que Oui. pour moi, il n'y a rien d'ordinaire dans la maladie, mais c'est un autre sujet. Et surtout qu'on rajoute congé devant. Congé, voilà, c'est ça, ça fait peur donc, en fait. Mais ça donne, je trouve, déjà une tonalité qui met un peu à distance, finalement, de quoi on s'occupe, quoi. Enfin, c'est rien en fait. Voilà. Oui. Mais voilà, moi j'essaye de trouver effectivement de repérer des invariants de situations d'absence qui me permettraient d'amener les collectivités, puisque je travaille en centre de gestion pour les collectivités territoriales, d'amener les collectivités à anticiper sur ces situations-là. Voilà. Okay, alors, donc je ne sais pas, Guillaume, si tu peux en dire un mot. Oui, c'est une très bonne question. Et c'est là que vraiment, absolument, impérieusement, il faut commencer par la segmentation. Parce que si on ne segmente pas, on ne peut pas trouver ces invariants, ils sont tous mélangés. Je donne un exemple caractéristique. On fait une étude de la saisonnalité de l'absentéisme dans admettons une collectivité. On va voir un pic en février, un pic en avril et un pic en novembre. Et on va dire, ah tiens, ça tombe sur les congés scolaires, il y a une relation. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une population A, je ne sais pas moi, par exemple,
les ATSEM, il y a qui n'a qu'un seul de ces 3 pics, il y a une autre population qui a un seul de ces 3 pics, et puis la dernière, les jardiniers, ils ont le 3e pic. Et donc, en fait, l'interprétation avec les congés, elle ne tient plus. Donc, la première chose, c'est qu'il faut segmenter. Voilà. On ne peut pas trouver le goût d'un plat mélangé et on ne peut pas analyser l'absentéisme lorsqu'on a toutes les problématiques en même temps. Bon, ensuite, une fois qu'on a segmenté, donc on a une population, donc centre de gestion en fonction publique, par exemple, on va dire les ATSEM, voilà, on est en train de regarder l'absentéisme des ATSEM, là il faut aller plus en détail. Donc il y a plusieurs ressources. D'abord, il y a la ressource de la temporalité. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans cet absentéisme? Voilà, ça c'est une question. Comment a-t-il évolué dans le temps? S'il y a une brutale rupture, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il y a un message, donc on va chercher ça. Ensuite, l'absentéisme, il a des marqueurs qui peuvent être très différents. Si le taux d'absentéisme augmente, ça peut être que les absentés sont plus longues, que les absences sont plus longues, pardon, donc on parle de gravité. Ça peut être que les absentéismes sont plus nombreuses, là on parle de fréquence, ou ça peut être que le personnel concerné par l'absentéisme varie. Par exemple, il y avait 60% de la population une année, il y en a 80 l'autre. Voilà. Donc, mettre des mots sur la manière dont ça se manifeste, c'est avancer. Et c'est comme ça qu'on avance avec la statistique, c'est-à-dire qu'on caractérise la situation. Voilà. Si à la fin, vous dites l'absentéisme de telle population, donc première étape, segmentation, est saisonnier et en plus caractérisé par une forte augmentation de la gravité, vous avez beaucoup avancé dans la caractérisation et donc dans la compréhension, et ça va faciliter l'analyse de terrain. Donc c'est cette démarche-là qui permet d'exploiter au mieux les données. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, c'est clair, Guillaume. Après, enfin, qui dit segmenté dit une population suffisamment importante aussi pour en sortir Oui. des chiffres qui ont du sens, quoi. Voilà, donc ça veut dire travailler avec soit une grosse collectivité, soit plusieurs petites qui sont OK pour réfléchir ensemble au sujet, ce qui n'est pas toujours gagné, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. La segmentation, c'est on recherche une population. Alors, la première caractéristique, c'est qu'elle doit être homogène. Voilà. Homogène. Et effectivement, il y a la question du nombre. Plus elle est petite, plus les problématiques de représentativité statistique sont nombreuses. Est-ce qu'il y a je complète un petit peu la question qu'il y avait avant. Est-ce qu'il y a 2 manières, quand on parle de cette démarche de prévention de l'absentéisme, il y a tout ce qui est déjà à faire pour éviter l'absentéisme. Est-ce qu'il y a aussi une étape dans la gestion de l'absentéisme, c'est-à-dire comment faire justement pour gérer au mieux quand la personne est absente, donc garder peut-être un lien avec la personne pour savoir exactement à quel moment elle va revenir, est-ce qu'il va falloir la former, voilà. Est-ce qu'il y a bien 2 étapes ou est-ce qu'il y en a peut-être plus d'ailleurs, Guillaume? Oui, alors c'est ça qui rend le sujet à la fois très compliqué et, si on accepte la complexité, passionnant. C'est-à-dire qu'effectivement, autour de l'absentéisme gravitent de nombreuses problématiques. Et là, tu en cites 2. Effectivement, la prévention et la gestion, c'est 2 démarches différentes. Si tu fais référence à la gestion des absences longues, effectivement, c'est un bon sujet. Je voudrais juste l'introduire en disant une chose très simple. Les chiffres d'absentéisme qu'on a donnés, toi, Eric et moi, pour la fonction publique, sont des chiffres qui sont de plus en plus largement pondérés par l'absence longue. En fait, la problématique principale que l'on observe dans la dérive des indicateurs de l'absentéisme, c'est le nombre de personnes en absence longue. Donc, en fait, qui dit absence longue dit effectivement l'importance des processus de gestion. Et là, écoutez, c'est pareil, hein, il faut reconstruire les pratiques. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, chez mes clients, elles sont pas très bonnes. Hein, on ne fait pas ce qu'il faut. Une personne qui est en absence longue, elle a des problématiques particulières, et donc il y a des référentiels, hein, notamment issus de la psychologie du travail, mais pas que, pour accompagner cette gestion du retour. Et ça, c'est important parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est de réduire la durée des arrêts et leur fréquence. Voilà. Donc la prévention, c'est une chose, la gestion, c'est une autre, et les 2 sont nécessaires, bien sûr. Et peut-être même la rechute. Oui. Il y a aussi des personnes qui, si elles sont mal accompagnées à leur retour, enfin moi j'ai eu le cas personnellement
dans ma vie de manager avant, où la personne, quand elle est revenue, on l'a ensuite mis en mi-temps thérapeutique parce que il ne pouvait plus travailler à plein temps. Et la solution qu'on avait trouvée avec lui, c'était de passer sur un mi-temps thérapeutique, ce qui lui convenait à lui et ce qui convenait également à l'entreprise. Donc il y a aussi cette notion de rechute, je pense, dans la prévention de perpétuer un système qui ne convient plus à la personne. Bien sûr, bien sûr. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée, Monsieur Leclerc. Oui, Allez-y. Damien, là, bonjour. Oui, merci pour la présentation, l'échange, la discussion, là, c'est très intéressant. Et puis, j'ai votre livre, je commence à le lire en même temps que la présentation. Un commentaire, là, est-ce qu'au niveau de la société, l'évolution de la société et peut-être le fait de, dans votre expérience, en fait, hein, qu'est-ce que vous voyez autour de ça sur l'aspect de faire quitter des gens vers 55 ans, 58 ans ou 60 ans? Est-ce que de pousser un petit peu et réduire des coûts, hein, trouver des plus jeunes et moins chers et puis les baser ailleurs, est-ce que ça joue et vous voyez quelque chose où ça reste marginal pour l'instant? Alors, je vais essayer de relier cette question à notre sujet de l'absentéisme parce qu'il y a un lien. Vous savez, quand je disais tout à l'heure qu'on parle très mal de ce sujet, il y a un bon exemple. Assez souvent dans les articles, on va lire « plus on est âgé, plus on est absent ». Vous voyez, c'est ça qu'on va lire. Alors, moi, je m'inscris en faux sur cette proposition, c'est-à-dire qu'en fait, ce que montrent les statistiques, c'est que ce n'est pas l'âge la question, en fait. La question, c'est le couple ancienneté-pénibilité, voyez. Et donc, c'est une question d'organisation. Vous pouvez être complètement cassé si vous avez, à 30 ans, si vous avez fait du marteau-piqueur pendant 10 ans. Et puis, moi, je travaille avec un ergonome, il a 70 ans et il est au top de sa forme. Vous voyez, donc, en fait, ce n'est pas vraiment une question d'âge. En ce qui concerne l'absentéisme, c'est une question d'usure professionnelle, d'organisation du travail et de pénibilité. Donc, moi, je regrette évidemment la stigmatisation. Je vous ai parlé des idées reçues, celle-ci, elle est très puissante, hein. Malheureusement, ce n'est pas la seule, mais ça, c'est une de celles qu'on peut démonter. L'emploi des seniors, malheureusement, c'est un drame dans notre pays, même si ça a tendance à un peu progresser. Donc voilà, moi je dirais que globalement, ce n'est pas l'âge le problème, c'est plutôt l'usure professionnelle, la pénibilité. Et on trouve chez les seniors, on trouve des savoir-faire de prudence, on trouve des compétences qui compensent assez souvent, ou même le plus souvent, les quelques pertes physiologiques que l'âge entraîne. Voilà, donc il y a plein de travaux là-dessus, qui sont innombrables. C'est parce que, ouais, je ne suis pas sûr qu'on est complètement en phase ici, là, sur mon point où je n'étais pas clair. Je pensais à la démotion. Je ne sais pas si vous avez entendu le fait de démotiver, ou c'est à l'opposé de la promotion. C'est-à-dire que plus l'âge avance, c'est possible aussi d'avoir un job dégradé, toujours avec le même salaire, mais aussi avec un manque de motivation. Et finalement, à force, peut-être de ne pas être motivé, de se mettre en absence, peut-être injustifié aussi, hein. Il n'y a peut-être pas de maladie derrière, quoi. Je ne connecte pas le fait de l'âge avec la maladie, finalement. C'est plutôt un état d'esprit ou une motivation. Alors, la motivation, elle vient de l'organisation et on en revient toujours à la manière dont l'organisation du travail au sens global, hein, y compris le management, est faite. Et si on place des personnes en fin de carrière sur des postes sans intérêt, alors finalement l'absentéisme, comme souvent d'ailleurs, finalement est une conséquence assez logique en réalité. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de démonter tous ces mécanismes et de comprendre les ressorts de l'absentéisme qui diffèrent d'une population à une autre, mais ça c'est une possibilité. Ok, merci. Je vous en prie. Jocelyne, je vois que vous avez à nouveau posé quelques questions sur le chat. Oui, vous m'entendez? Oui, oui.
Oui, oui, donc effectivement, votre intervention sur l'absentéisme, effectivement, est hyper intéressante, si ce n'est effectivement que nous, on travaille surtout dans les risques professionnels avec des méthodologies qui sont issues des habilitations des organismes officiels, qui se basent effectivement sur l'analyse des situations de travail, mais pas sur l'angle. Donc, effectivement, l'analyse des situations de travail a des méthodologies différentes selon l'angle sous lequel on les intéresse. Et je me pose la question par rapport aux interventions qu'on a eues dans différents secteurs, de faire émerger peut-être cette question sur l'absentéisme qui n'apparaît peut-être pas en première priorité à analyser, alors qu'en réalité, elle fait partie intrinsèque de la santé au travail et des conséquences sur la non-santé. Donc, je parle beaucoup, évidemment, nous, je travaille beaucoup dans la pénibilité, donc, qui est l'un des risques professionnels majeurs dans tous les secteurs d'activité à ce jour. Je ne sais pas si c'est un commentaire qui correspond à votre affirmation, là, mais en tout cas, moi, ce que ça m'évoque, c'est que nous, on a commencé, en toute honnêteté, on a commencé à faire des interventions absentéisme en utilisant principalement la statistique. On a rapidement vu que ça ne suffisait pas. Et là, on a cherché. Et j'ai convergé, en fait, vers... alors, dans les sciences sociales, il y a beaucoup de référentiels, mais en tout cas, celui que nous, on utilise maintenant, c'est l'ergonomie, et en particulier le courant de l'ergonomie de l'activité. C'est ça qui nous semble être l'outil le plus direct pour l'analyse des situations de travail. Donc, il y a sans doute d'autres manières de faire, mais voilà, moi, je vous parle de ce que je connais, et c'est ça. Ok, merci. Je ne sais pas, là, il n'y a plus de questions sur le côté. Si, il y a une petite question qui revient. Où est-ce qu'on peut acheter ton livre? Ah là là, j'ai de la peine à le dire. Hein. On le trouve que sur Amazon. On le trouve que sur Amazon. Bon, bah, si vraiment, entre nous, je peux comprendre, je peux vous l'envoyer sur demande parce que voilà, j'ai un stock ici. Je ne voulais pas passer par Amazon. Voilà. Donc, avec le lien sur le replay, vous aurez les coordonnées de Guillaume. Donc, si vous souhaitez acheter le livre, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Guillaume directement. Comme ça vous permettra de faire l'achat directement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que là, j'en vois plus dans le chat, mais vous êtes libre de poser des questions. Donc, si quelqu'un le souhaite, il peut prendre la parole. Alors, je ne sais pas si je pourrais y répondre, mais on peut toujours essayer. Oui, voilà. Apparemment, pour l'instant, pas de questions. En tout cas, s'il y en a, n'hésitez pas à prendre la parole derrière. Moi, je vais en avoir une pour Guillaume. Par rapport à ton retour d'expérience, par rapport aux chantiers que tu as pu mettre en œuvre déjà, tes quelques chantiers, quelques années de travail sur cette thématique-là, quel est le résultat et sous quel délai, en fait? Parce que dès qu'on parle de prévention, il ne faut pas croire non plus que c'est immédiat, je suppose. Enfin, pour beaucoup de sujets de prévention des risques, c'est jamais immédiat, ça s'inscrit dans le temps. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de résultats par rapport à ces démarches-là que tu as pu constater? Alors, en fait, c'est une question difficile pour moi parce que j'ai une intransigeance, on va dire, psychologique avec les conflits d'intérêts qui consistent à prescrire après être intervenu. Donc, moi, je veux pas, en fait, à titre personnel, je veux pas être dans la situation d'accompagner mes clients après. On a toujours tendance à leur prescrire ce qu'on sait faire et c'est comme pas ça la question. Donc, en fait, nous sommes des intervenants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va aider nos clients à comprendre les causes de l'absentéisme, on va les accompagner dans leur plan d'action et puis on part. Voilà. Ensuite, c'est à eux de choisir les prestataires qu'ils veulent et c'est surtout à eux de faire vivre leur démarche. La seule chose qu'on essaye vraiment de faire, c'est de partir avec la certitude qu'ils puissent faire vivre la démarche. Donc nous, on va, à l'occasion des vœux ou de choses comme ça, on va prendre des nouvelles, mais en fait, on ne sait pas en réalité ce qui se passe derrière parce qu'on n'est plus là, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire tout de même que ça s'inscrit sur du moyen terme, ces démarches-là?
Alors, oui, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important à dire. Alors, on peut faire des choses simples, hein. Moi, j'aime bien la stratégie des petits pas. On peut faire des choses simples avec l'absentéisme. On parlait tout à l'heure, typiquement, pour donner un exemple concret, hein, on parlait de la procédure de gestion de retour d'absence. Ça, c'est quand même pas compliqué de la reconstruire. Si quand même la question, c'est la prévention durable, alors il faut envisager les choses sur un temps long, pour deux raisons. D'abord, en général, il y a plusieurs situations, donc il faut les traiter les unes après les autres. On ne peut pas tout faire, hein. Je vous ai dit, la segmentation, la conséquence, c'est qu'il y a plusieurs situations, donc voilà, on les traite les unes après les autres. Et puis, c'est vrai que la complexité fait que ça prend un peu de temps. Donc voilà, on construit un plan d'action avec des temporalités diverses. Il y a des choses pour le court terme qui donnent des bénéfices. Et on progresse régulièrement. Le bénéfice important, je pense qu'il faut quand même 2-3 ans, hein, avant que ça puisse vraiment avoir des bénéfices. Ça me semble raisonnable de le dire. Merci, Guillaume. Est-ce que pendant ce temps-là, on a récupéré une question? On n'a pas décrite sur le chat. J'en ai encore Oui. une. Oui, allez-y. Est-ce que, voilà, ouais. Est-ce que donc on sent quand même des tendances un peu, on parlait là où on n'avait pas le temps et personne n'a le temps. Est-ce que justement on n'aurait pas une tendance à aller très vite et ça veut dire prendre des gens qui sont jamais absents, prendre des gens qui sont super efficaces Oui. Vous voyez l'option, Alors, je dirais très pragmatique finalement. c'est une très bonne question. Je suis d'abord, moi, je suis un optimiste de nature. C'est vrai que cette question, donc en fait, c'est la question de l'intensification du travail d'une certaine manière. Elle est démontrée par de très nombreuses études, la DARES ou les travaux du CREAPT, etc. Donc, il y a une énorme question autour du temps, etc. Alors, moi, j'aimerais quand même dire que finalement, une intervention, ça sert à faire prendre conscience des choses. Les acteurs, justement, dans la course quotidienne, ont perdu quelquefois le fil des réalités. Et l'intervention, ça permet de prendre conscience. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand on met en lumière que la problématique, c'est l'intensification, alors que peut-être on a oublié, on pense à autre chose, d'une certaine manière, les choses changent déjà. Vous voyez, finalement, le travail, c'est de faire remonter les contraintes sur le travail réel. Si c'est l'intensification, alors la prise de conscience va, dans le cadre des marges de manœuvre possibles, hein, il y a toujours des limites, mais elle va quand même elle va quand même permettre quelques ajustements, et ça, c'est un début. Il n'y a pas de fatalité. Une partie de la problématique de l'intensification, c'est le fait qu'on n'en a pas conscience. On trouve toujours quelques arbitrages dans l'organisation sans que ce soit parfait, pour avancer un peu sur cette question. Et j'ai encore un petit point, c'est sur la notion de présentéisme. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? C'est plus marécageux, c'est moins factuel? Il y a Alors, des ratios. J'ai vu un ratio de 2 entre absentéisme et puis présentéisme. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, on pourrait faire un webinaire rien que là-dessus. J'aurais tellement de choses à dire. D'abord, c'est un vrai sujet, donc ça serait légitime. C'est très inégal en fait en fonction des métiers. Vous voyez, par exemple, les aides à domicile, les assistantes sociales, enfin, dans tous ces métiers-là, il y a des propensions très fortes au présentéisme, qu'on retrouve dans de moindres mesures dans d'autres métiers. Donc, c'est inégal. Première chose. Deuxième chose, c'est un vrai sujet. Il est malheureusement encore plus sous-estimé que l'absentéisme. Il est probablement au moins aussi important, si ce n'est plus. Et la troisième chose que je voulais dire, parce que je dois faire court, c'est que, écoutez, c'est un sujet qui est en lien avec l'absentéisme. Le mécanisme, il est très simple. Le présentéisme, c'est en fait un refus de l'arrêt. C'est des personnes dont la situation médicale légitimerait un arrêt. Certaines, d'ailleurs, sont même pourvues d'un certificat médical, mais qu'elles en aient ou pas, elles refusent l'arrêt. Et ça, c'est tout à fait clairement démontré par de nombreux travaux, de nombreuses recherches. Ça, c'est un déterminant de l'absence longue. C'est-à-dire qu'en fait, en refusant une absence courte, on crée les conditions d'une absence plus longue ensuite. Voilà, donc c'est ça qu'on peut dire là en 2 minutes sur le présentéisme. C'est un vrai sujet.
C'est en tout cas une vraie problématique, je le retiens, peut-être un jour à traiter. C'est en effet, c'est une manière inversée de voir les choses, mais ça peut être très intéressant également. Je vois que... Pardon, il y a une étude de Cali Social et l'Ipsos qui est sortie récemment et qui montrait qu'il y a 50 ou 60% des travailleurs français qui vont à reculons au travail. Alors, après, il y a une différence entre le désengagement et le présentéisme. En tout cas, nous, parce que d'ailleurs, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs définitions du présentéisme. Moi, celle que nous, on utilise, c'est, en gros, pour dire les choses simplement, c'est les travailleurs malades qui vont au travail. Voilà, c'est ça notre présentéisme. Et après, il y a le désengagement, qui est encore un autre degré. Et c'est différent de ceux qui n'ont pas trop envie d'aller au travail, parce qu'en fait, ils ne sont pas malades. Donc, vous voyez, il y a pas mal de sujets. C'est beaucoup de webinaires, Eric. C'est des sujets complémentaires. Oui, tout à fait. On avait une question de Jean-Luc sur les travailleurs sociaux. Est-ce qu'on a encore Jean-Luc qui est avec nous? Oui. Bah, encore du coup, oui, parce que je crois qu'on n'a pas assez conscience des difficultés actuelles et je pense depuis la crise Covid encore plus, mais pas que. Effectivement, des difficultés rencontrées par les personnes qui sont dans le champ du travail social, que ce soit rattachées aux conseils départementaux ou dans des associations tutélaires, etc. Et j'ai pas trouvé, enfin en tout cas, j'ai pas peut-être assez cherché, mais dans ton livre, Guillaume, et même dans des données un peu stats, j'ai pas trouvé grand-chose, alors que ça explose. Et que ce sont effectivement des situations dont on parle très peu, vraiment. Alors, moi j'aime beaucoup finalement tout ce joue-là. Ça pourrait être une forme de synthèse. Le début de la phrase, on n'a pas assez conscience. En fait, c'est ça finalement. La problématique principale autour de l'absentéisme, c'est une belle manière, je pense, de le résumer. Si on postule que l'organisation du travail est la principale pourvoyeuse de causes d'absentéisme, en fait, on est sur une problématique d'invisibilité, non pas seulement uniquement du travail, mais des facteurs. Donc, en fait, c'est ça, on n'a pas assez conscience de la pénibilité, de la désorganisation, des horaires, etc., etc. Et c'est ça qu'on doit remonter avec les données et avec les outils d'analyse des situations de travail. C'est ça qu'on doit remonter à la conscience, justement, pour que les acteurs puissent s'emparer eux-mêmes, c'est là la notion d'engagement, s'emparer eux-mêmes du plan d'action qui leur convient. J'insiste sur le fait que les plans d'action adaptés sont ceux qui sont construits par les acteurs de terrain. Et donc, finalement, le travail, c'est de les aider à le faire. Et pour les aider, il faut commencer par justement faire en sorte que toutes ces problématiques remontent à la conscience. Donc, ça, c'est le plus important. Juste en complément sur la question des travailleurs sociaux, peut-être, Jean-Luc, je vous inviterai à regarder la production d'un chercheur qui s'appelle Alain Villebreau, qui est un sociologue, qui d'ailleurs, ça rebondit sur la question de M. Leclerc, vient d'écrire un livre sur le présentéisme. Vous voyez, donc il a à la fois écrit sur les travailleurs sociaux et sur le présentéisme. Donc on est, voilà, Alain Villebreau, V-I-L-B-R-O-D, à Brest, Université de Brest. Ok, merci Guillaume, merci, j'irai voir. On va arriver au terme de ce webinaire et de ces échanges questions-réponses. Un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés et de nous avoir interrogés. Un grand merci à Guillaume. Guillaume, peut-être un petit mot de conclusion? Avec plaisir. J'ai une affection particulière pour Raymond DeVos. Il ne l'a pas écrit, mais il aurait pu le dire. Je le ferai pour lui, je me permettrai de faire pour lui cette phrase de synthèse. L'absence n'est pas absente de sens. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, merci à tous. Moi, je vous donne rendez-vous donc le 12 mars où on va essayer de faire le parallèle entre les méthodes qui ont fonctionné dans l'aviation pour voir ce que ça peut nous enseigner dans le management de la prévention des risques pour toute organisation. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Belle soirée. Oui, au revoir.
Merci beaucoup.